Littérature et cinéma nous ont habitués aux scènes de crimes sanglantes. On se souvient avoir vu à l'écran les mutilations que Jack l'Éventreur infligeait post-mortem aux femmes qui avaient eu le malheur de croiser sa route. De même, Massacre à la tronçonneuse est devenu un classique du film d'horreur. Pour autant, la violence insupportable de certains faits réels dépasse largement toute fiction et nous procure un effroi incomparable aux frissons du cinéma. C'est pourquoi, vous l'avez compris, l'histoire que je vais vous raconter maintenant risque de choquer les âmes sensibles. Un matin de février à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. C'est une journée de travail ordinaire chez GDS Industries, une société qui fabrique des trophées pour les compétitions sportives. En revanche, ce qui sort de l'ordinaire, c'est l'absence d'une employée pourtant très consciencieuse. C'est le second jour consécutif que Darlene Vandergissen ne se présente pas à son travail. Le vendredi, quand elle ne s'est pas présentée à son travail, son patron a appelé ses parents, Dee et Jean. Les parents de Darlene ont un double de ses clés. Ils se rendent immédiatement chez elle. On est allé à son appartement et on a trouvé son téléphone portable. On savait que quelque chose n'allait pas parce qu'elle ne se déplaçait jamais, elle ne faisait jamais rien sans prendre son téléphone avec elle. Comme ça, les gens pouvaient la joindre à tout moment en cas de besoin. En fait, il est très important que Darlene ait son téléphone portable sur elle car elle est sourde. Les personnes atteintes de surdité dépendent énormément de leur portable, des textos, des messageries instantanées. C'est ce qui leur permet de rester en contact avec le monde. Le relevé de ses appels montre qu'elle n'a pas utilisé son téléphone depuis 2 jours. Dans l'appartement de Darlene, la police ne trouve aucun indice indiquant qu'un crime ait eu lieu. Chez elle, il n'y avait aucune trace d'effraction ni de lutte. Aucun meuble n'était renversé. Il n'y avait pas d'objet brisé. Plus tard dans la journée, l'employé d'un restaurant signale à la police une camionnette abandonnée sur le parking de l'établissement où elle travaille. La camionnette appartient à Darlene. Les policiers espéraient découvrir des indices sur la personne avec laquelle Darlene se trouvait ce soir-là. Mais les employés ne se souvenaient pas de Darlene. Les parents de la jeune femme s'inquiètent car leur fille surfait sur des sites de rencontres. Je lui avais dit, Darlene, sois très prudente. Il y a tant de, si je puis dire, malades sur Internet. Derrière leur ordinateur, les gens peuvent vraiment se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Très souvent, les choses tournent mal. Les enquêteurs confient l'ordinateur de Darlene au laboratoire de la police scientifique qui utilise le logiciel d'investigation EnCase. En utilisant EnCase, on peut mener différentes recherches. On peut faire des recherches sur Internet, dans sa messagerie instantanée, lire ses mails. On peut consulter son historique sur Internet pour voir quelles pages ont été visitées et quand. L'enquête permet de retrouver plusieurs emails troublants que Darlene a reçus 10 jours avant sa disparition. Les emails contenaient des menaces, mais le style était en quelque sorte très puéril. Le langage était très pauvre. L'expéditeur est une femme dont le pseudonyme est Wendy Smith. Salut Darlene, tu crées que des problèmes. T'es moche et bête, sale garce, je te déteste. Mais selon ses amis, Darlene ne connaît aucune Wendy Smith. On a supposé que ces emails avaient sûrement été écrits par une personne sourde. Je me suis dit que les personnes ayant ce handicap ne maîtrisent pas forcément bien le vocabulaire de la conversation. Elles s'expriment plutôt avec de gros blocs de phrases, mal structurés pour aller à l'essentiel. Puisque Darlene souffre d'une déficience auditive, il n'y a rien d'étonnant qu'il y ait dans ses connaissances des personnes ayant le même handicap. Pour expliquer la disparition de Darlene Vandergissen, la police retient 3 hypothèses. Soit la jeune femme a été enlevée, soit elle a été agressée à l'extérieur de son appartement, soit encore, elle a disparu volontairement. Un élément plaide malheureusement en faveur de ces 2 premières suppositions, car le téléphone portable dont elle ne se séparait jamais a été retrouvé sur la table de sa cuisine. Le seul début de piste intéressant dont disposent les enquêteurs est une série d'emails enfantins et agressifs envoyés à Darlene par une certaine Wendy Smith. Mais qui se dissimule derrière ce nom qui n'est sans doute qu'un pseudonyme?
On a envoyé une citation à comparaître au service de messagerie pour obtenir tous les renseignements concernant le compte de l'expéditeur de ces emails. L'enquête révèle également que Darlene a fait la connaissance d'un homme sur Internet et qu'ils sont sortis plusieurs fois ensemble. Jeff Flynn travaille comme ouvrier agricole dans une ferme située à 1h30 de route. Mais lorsque la police se rend chez lui, Flynn est absent. Il avait été vu pour la dernière fois le jeudi et personne ne savait où il se trouvait depuis. Ses amis disaient que c'était inhabituel de sa part de quitter la ville de façon prolongée. Plus qu'étrange, c'est inquiétant. Dans les jours qui suivent la disparition de Darlene Van Der Giesen, son petit ami Jeff Flynn reste introuvable. Quand les enquêteurs ont dit que Darlene était peut-être partie quelques jours avec son petit ami, j'ai insisté pour leur faire comprendre que ça ne ressemblait pas à ma fille de faire ça. Ça n'allait pas avec sa personnalité. 4 jours plus tard, Jeff Flynn réapparaît. Il déclare qu'il est allé rendre visite à des amis. Il était nerveux, mais la plupart des gens sont nerveux quand ils sont interrogés par la police. Il avait peur et il était inquiet pour Darlene. Dans le coffre de sa voiture, les techniciens de scène de crime trouvent ce qui ressemble à du sang séché. Ça a vraiment éveillé les soupçons des policiers quand ils ont découvert du sang dans le coffre. Les premiers tests montraient qu'il s'agissait sûrement de sang et des analyses plus poussées l'ont confirmé. Mais ce qui intéressait les enquêteurs, c'est de savoir si c'était du sang humain ou pas. Quand la police nous a dit qu'ils avaient trouvé du sang dans la voiture, c'est presque comme si mon cœur s'était arrêté de battre. Très vite, les analyses montrent qu'il ne s'agit pas du sang de Darlene. C'est le sang d'un animal, un cerf. Ça a été un grand soulagement de savoir qu'en fait, c'était le sang d'un cerf. Ça nous a rassurés parce qu'on avait de nouveau l'espoir qu'elle soit toujours en vie, quelque part. Les enquêteurs ont enfin réussi à trouver l'origine des emails virulents que Darlene a reçus peu de temps avant sa disparition. Quand on a reçu les emails que Darlene avait reçus de Wendy Smith, on a envoyé une citation à comparaître au service de messagerie pour découvrir qui s'était créé ce compte. Les emails ont été envoyés depuis cette maison située dans le centre-ville de Sioux Falls. La locataire est une femme atteinte de surdité qui s'appelle Daphne Wright. Elle a dit qu'elle avait vu plusieurs fois Darlene à la résidence réservée aux sourds et malentendants et à leur association. Daphne Wright, 42 ans, n'a pas de casier judiciaire. Durant son interrogatoire, elle nie toute implication dans la disparition de Darlene. I don't send many emails. It could have been a hacker that did. Okay. I don't believe the hacker story. I think you sent the emails to her. You created an account with a different name and sent her the emails on those dates, telling her to stay away from the deaf apartments. Oh, yeah, I did that. Okay. And you created the name Wendy Smith? Yes, I did that. L'enquête révèle également que la suspecte a eu une altercation en public avec Darlene Van Der Giesen 5 jours avant sa disparition. Darlene dînait avec Sally Ford, qui se trouve être l'ancienne petite amie de Daphne. Elles se sont disputées et il a fallu que la police intervienne pour faire partir Daphne du restaurant. Daphne Wright a dit à la police qu'elle était jalouse. Que pour elle, Darlene était en train de détruire sa relation avec sa petite amie. Avec sa petite amie, Sally. Mais au dire de tous, Sally et Darlene ne sont que des amis. Darlene et Sally n'entretenaient aucune relation intime. En fait, Darlene n'était pas homosexuelle. Cependant, elles étaient amies, elles étaient devenues très proches. Elles adoraient passer du temps ensemble. Elles aimaient jouer aux cartes, aller au cinéma et passer la soirée chez l'une ou chez l'autre. Darlene a raconté à ses amis qu'après cette dispute, elle s'était réconciliée avec Daphne. Elle m'a dit « Mais tu sais maman, on est amis maintenant. On s'est réconciliés et tout va bien entre nous. Tout est réglé désormais. » Mais quand Daphne Wright est interrogée sur la disparition de Darlene, sa jalousie envers elle est toujours évidente. We've had a lot of problems, Sally and I. Did you think Sally was cheating on you with Darlene? Yes, I thought so, and sometimes she lies. Who lies?
That one. Après quelques jours d'enquête, plusieurs questions ont trouvé des réponses, mais le mystère de la disparition de Darlene van der Giesen reste entier. Nous savons maintenant que l'auteur des emails se nomme Daphne Wright et qu'elle est elle aussi sourde-muette. Nous avons appris d'autre part que les deux jeunes femmes se connaissaient et que leur relation pouvait devenir orageuse lorsqu'elles impliquaient la présence d'une troisième femme, Sally Ford, avec laquelle Daphne avait entretenu une liaison amoureuse. Darlene a-t-elle été prise dans un triangle passionnel dans lequel vengeance et jalousie auraient conduit au drame? Afin d'éclaircir ce point, les enquêteurs s'intéressent à l'emploi du temps de Daphne Wright, la nuit où Darlene a disparu. Daphne Wright, qui a envoyé des emails menaçants à Darlene van der Giesen, est la principale suspecte dans l'enquête sur sa disparition. La police perquisitionne son domicile et ce qu'elle y trouve est troublant. Je me souviens de l'odeur de peinture et de produits nettoyants, surtout quand on a commencé à descendre au sous-sol. Dans la poubelle de la cuisine, ils ont trouvé une bouteille à moitié vide d'huile de tronçonneuse. Ensuite, ils ont trouvé un reçu d'un magasin d'outillage pour l'achat d'une tronçonneuse quelques jours auparavant. À cette époque de l'année, il n'y a pas vraiment une grosse demande pour les tronçonneuses. Mais la police ne retrouve aucune tronçonneuse au domicile de Daphne. Les enquêteurs remarquent que le sous-sol a été repeint en bleu. Une zone avait été repeinte, puis une autre à un autre endroit. C'était irrégulier, c'était des blocs repeints de différentes tailles. C'était seulement des parties, pas tout le mur, un grand carré sur le sol, mais pas le sol en entier, plusieurs marches, mais pas tout l'escalier. Depuis le sous-sol, on peut aussi accéder à une petite pièce qui était autrefois utilisée pour stocker du charbon. Là, le sol avait été entièrement repeint en bleu. Il était encore un peu collant et pas tout à fait sec, ce qui indiquait qu'il avait été repeint récemment. Les policiers remarquent aussi 7 entailles symétriques sur le sol en béton. On a trouvé que ça ressemblait à des marques faites par une tronçonneuse. Les enquêteurs ont commencé leur investigation en se rendant d'abord au magasin d'outillage. Ils montrent aux employés du magasin une série de photos comprenant celle de Daphne. L'un des employés a dit « Oui, j'ai vendu une tronçonneuse à une femme, et elle était sourde. » Et sa description correspondait parfaitement à Daphne Wright. Elle était venue avec un mot disant « machine coupée arbre ». Au début, il a mal compris, alors il l'a conduite dans la mauvaise section. Ensuite, il l'a emmenée dans le rayon des tronçonneuses. Le prix la tracassait beaucoup, et elle a choisi l'outil le moins cher du magasin. Dans le sous-sol de Daphne Wright, les scientifiques n'ont aucun mal à trouver d'autres preuves incriminantes sur les murs en bois de la pièce de stockage du charbon. Sur le mur, on a découvert de minuscules éclats d'os et aussi ce qui ressemblait à des morceaux de tissu humain. Des échantillons de tissus et d'os sont analysés et comparés à l'ADN de Darlene, obtenu à partir de sa brosse à dents et de sa brosse à cheveux. Ce jour-là, on a été reçus par 2 inspecteurs et ils nous ont accompagnés à l'étage. Quand on est entré dans la pièce, ils nous ont présenté l'aumônier et le chef de la police. Tous les inspecteurs étaient réunis dans la pièce et ils nous ont priés de nous asseoir. Là, on a su qu'ils allaient nous annoncer une très mauvaise nouvelle. Et c'est ce qui s'est passé. L'ADN de Darlene correspond à celui du sang et des tissus découverts dans le sous-sol. Daphne considérait que Darlene se mettait entre Sally et elle. Et le seul moyen pour elle de régler ça, c'était de l'éliminer de l'équation. Mais les enquêteurs doivent faire face à un obstacle de taille. Ils n'ont pas retrouvé le corps de Darlene. Les jurés veulent le cadavre et l'arme du crime.
Et dans une affaire comme celle-ci, on peut tomber sur un juré qui n'y croit pas. S'il ne voit pas le corps, il peut avoir un doute et penser que l'accusé n'est pas coupable. Les enquêteurs fouillent les bennes à ordures dans lesquelles Daphné et ses voisins se débarrassent de leurs poubelles. Quand les policiers sont arrivés là-bas, les ordures avaient déjà été vidées et transférées à la décharge municipale. Les policiers se rendent donc à la décharge, un terrain de presque 2 km² accueillant les déchets de 5 comtés, regroupant 1/4 million de personnes. Il y avait environ 200 ou 300 tonnes d'ordures qui avaient été amenées ici depuis qu'on était à la recherche de Darlene. La température était en dessous de zéro. Le vent vous glaçait les os, mais tous les policiers se sont portés volontaires pour faire les recherches. Ils avaient des pioches et des pics qu'ils plantaient dans les ordures, centimètre par centimètre. Pour les 3 douzaines de policiers qui travaillent, la tâche est difficile et frustrante. Cela peut durer plusieurs jours. De plus, il n'est pas certain que le corps de Darlene se trouve bien là. Les conditions ne pouvaient pas être plus épouvantables. Le temps était glacial, il y avait du vent, c'était horrible. C'était vraiment pénible de fouiller dans les ordures à la recherche des restes du corps. Elle cherchait à apporter un peu de joie dans nos vies. À chaque fois que je vois une photo d'elle, elle sourit. Elle est heureuse. Cela fait 3 semaines que Darlene Van Der Gissen a disparu. Même si son corps n'a toujours pas été retrouvé, ses amis et sa famille se réunissent pour une cérémonie commémorative. Nous savions que retrouver son corps serait extrêmement difficile. Le meurtre de Darlene Van Der Gissen semble maintenant établi. Des traces biologiques comportant sa signature ADN ont été retrouvées dans le sous-sol de la maison de Daphne Wright. En l'absence de cadavre, police et procureur pourraient s'en tenir à cette preuve matérielle. Mais par respect pour la mémoire de la victime, et pour ne pas risquer d'être désavoués devant un grand jury, ils décident de poursuivre leur macabre investigation. Et au bout de 5 jours, la persévérance des policiers porte ses fruits. Ils découvrent l'inconcevable. Les jambes et le bassin d'une femme ont été abandonnés au milieu des ordures gelées de la décharge. Ils retrouvent aussi plusieurs morceaux d'un tapis et un sweat maculé de sang. Sur le sweat, des gestes de la langue des signes étaient imprimés. C'était un lien évident avec une personne souffrant de surdité dans son entourage. Les analyses montrent que c'est le sang de Darlene qui se trouve sur le sweat. Mais l'ADN d'une autre personne est aussi retrouvé à l'intérieur du vêtement. J'ai prélevé des échantillons à l'intérieur du t-shirt en espérant que l'un d'entre eux contiendrait suffisamment d'ADN ou aurait assez de cellules de peau pour établir un profil. J'ai réussi à établir un profil ADN et il correspondait à celui de Daphne Wright. Pouvoir relier Daphne Wright à un sweat sur lequel du sang et des tissus de Darlene ont été retrouvés était capital pour notre enquête. Nous avons un vêtement qui appartient et qui a été porté par le suspect. Il y a du sang et des tissus de la victime dessus. Et nous avons retrouvé ce sweat à proximité des restes de la victime. C'était une preuve de grande valeur. À 40 km de là, après la frontière avec le Minnesota, un employé d'autoroute découvre le torse de Darlene, ainsi que sa tête tranchée, enveloppée dans du plastique. L'autopsie montre qu'elle a été frappée violemment à la tête avec un objet contondant. Le sac était attaché autour de sa gorge avec un morceau de corde. Le labo a réussi à l'identifier. Elle appartenait à une bobine de corde accrochée au mur du garage de la maison qui était habitée par Daphne Wright. Le médecin légiste a 2 hypothèses concernant son décès. Il était dû soit à un coup violent porté à la tête avec un objet contondant qui a provoqué une fracture du crâne de 17 cm, soit à une asphyxie provoquée par le sac qu'on lui a mis sur la tête,
Ou alors, c'était une combinaison des deux. Les enquêteurs pensent que Daphné était convaincue que Darlene essayait de lui voler son ancienne petite amie. Elle a donné rendez-vous à Darlene dans une pizzeria. Une fois là-bas, Daphné lui a dit qu'elle avait changé d'avis et lui a proposé d'aller chez elle. Arrivée chez elle, Daphné frappe la jeune femme avec un objet contondant et la pousse en bas des escaliers. Elle lui attache ensuite un sac plastique autour du cou à l'aide d'une corde. Plus tard, elle achète une tronçonneuse pour découper Darlene en morceaux. Elle ne s'est pas débarrassée du reçu de son achat. Plusieurs témoins l'ont vue au magasin d'outillage et elle a laissé derrière elle plusieurs preuves médico-légales. Daphné se débarrasse du corps démembré à la décharge voisine et dans un fossé situé à 40 km de chez elle. Enfin, elle a l'idée de dissimuler son crime avec de la peinture, mais ça n'a pas été suffisant. Il y avait une montagne de preuves de sa culpabilité. Les emails et leur contenu nous ont directement orientés vers Daphne Wright. La motivation de Daphné, c'est l'une des plus anciennes dans la grande histoire du crime, la jalousie. Le plus tragique dans ce drame, c'est que Darlene ne s'intéressait pas d'une façon romantique à Sally Ford, l'ancienne petite amie de Daphné. Ce n'est pas ce qui intéressait Darlene. Elle n'était pas homosexuelle. Elle et Sally n'avaient pas ce genre de relation. Daphne Wright est inculpée de meurtre au premier degré. Dans l'histoire du Dakota du Sud, c'est la première femme qui risque la peine de mort. Je ne sais pas comment je pourrais vous décrire la meurtrière de ma fille. C'est une personne qui n'a pas de cœur. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ce qu'elle a fait n'a aucun sens. On ne sait pas pourquoi, et on n'aura certainement jamais la réponse, à moins que Daphné elle-même s'explique. Daphne Wright est une meurtrière qui a tué de sang-froid. Être capable de découper un corps à l'aide d'une tronçonneuse demande un aplomb incroyable et beaucoup de rancœur. Mon opinion, c'est qu'il faut vraiment détester quelqu'un pour commettre un acte aussi horrible. Daphne Wright est déclarée coupable de meurtre, mais le jury épargne sa vie et la condamne à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Il y avait un ou deux jurés qui campaient fermement sur leur position et qui disaient que de toute façon, ils ne la condamneraient jamais à la peine capitale. Les questions qui revenaient tout le temps étaient « À quoi ça servirait de la condamner à mort? Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que la société en retirera? Qu'est-ce qu'on en retire nous ?» Et honnêtement, on n'a pas su dire ce qui sortirait de bon d'une telle condamnation. C'est un meurtre complètement insensé. Il n'aurait jamais dû se produire. Darlene n'a jamais été une menace dans la relation entre Sally et Daphné. Ça m'a appris une leçon, ne jamais se faire une opinion quand on est en train de discuter avec quelqu'un. La personne qui est assise en face de vous dans la salle d'interrogatoire est certainement capable de tout, même si ça ne se voit pas de prime abord. Ça n'a pas été une enquête ordinaire. Il n'y avait pas de preuves matérielles évidentes dans ce crime. Ce sont tous les petits éléments de preuves médico-légales qui ont permis de relier les faits entre eux. Et ils pointaient tous dans une même direction. Et c'était celle de Daphne Wright. Cette affaire, qui aurait pu inspirer le scénariste d'un film d'horreur de série B, s'est pourtant bien déroulée telle que je viens de vous la raconter. La jalousie a poussé Daphne Wright à commettre l'irréparable. Persuadée que Darlene van der Giesen cherchait à séduire son ex-ami de cœur, la jeune femme, sourde-muette, n'a pas hésité à l'éliminer sans autre forme de procès. Ensuite, dans l'impossibilité de déplacer le corps hors du sous-sol de sa maison, elle l'a démembré à l'aide d'une tronçonneuse et a dispersé les restes dans une décharge. 2 ans après le procès, et alors que la meurtrière avait été condamnée à purger une peine de prison à vie,
Die van der Giesen, la mère de la victime, lui a écrit une lettre dans laquelle elle confessait que sa colère avait fait place à de la compassion. Ce sentiment a-t-il apaisé l'âme tourmentée de celle qui lui avait arraché sa fille ?